Si je vous pose la question, de quel pays venait la première voiture cool des années 90? Japon? Oui, il y a le Japon, là, mais un autre pays. Allemagne? Italie? Non. Suède? Non. La Corée? La Corée. OK, puis tu penses pas aux Américains, là? Ben, je sais pas, mettons, une Prowler, genre? Oh yeah! Dodge Viper, ça te dit rien? Ah, ben oui, c'est vrai. Hey, elle est là depuis tantôt, puis toi, tu me sors Prowler. Mais c'était pas dangereux, ce char-là? Ah, c'était pas pour les peureux. C'est ça, mon époque. On avait des... Voilà la raison d'être de la toute première Dodge Viper introduite en 1991. Au début des années 90, les marques américaines, surtout Chrysler, étaient devenues très pragmatiques en raison des leçons apprises durant la crise pétrolière des années 70. C'était l'époque du K-Car chez Chrysler, tandis que la caravane continuait de remplir les coffres du constructeur. Bob Lutz, le président de Chrysler de l'époque, voulait réincarner la légende AC Cobra, mais dans une époque plus moderne et technologique. À ses yeux, c'est ce qu'avait besoin l'industrie automobile américaine pour tenir tête à une rivalité européenne et asiatique devenue clairement plus imposante. M. Lutz donna le feu vert au projet et pour le développer, il ordonna au vice-président de Chrysler Corporation, Lee Iacocca, c'est le papa de l'association avec Shelby, le papa de la Mustang aussi, puis de la caravane, de faire appel à nul autre que Carroll Shelby, comme consultant de performance pour la Viper. OK, fait que c'est une Dodge Shelby, dans le fond. Dodge Cobra. Mais vu que Cobra, Ford avait déjà acheté les droits du nom, ben ils ont trouvé un autre serpent méchant, Viper. Puis mettons, c'est quoi la différence entre les deux? Ben, c'est que le Cobra, lui, ben, il est capable d'envoyer son venin à 8 pieds loin, puis une fois que tu te fais mordre, ça sort par les deux bouts, tu le vois plus clair, puis tu t'ennuies de ta mère. Puis le Viper, lui? Le Viper, c'est encore plus sournois. Ça a des plus longues dents. Fait qu'une fois que ça défonce ta chair, il te met encore plus de venin. Puis là, tu bats de drip. Oh, les serpents, j'ai peur de ça. Pas de molle. Qu'est-ce que t'as dit? Si Chrysler voulait réinventer la Cobra, la Viper devait être une brute de performance. Elle devait être une sorte de hot rod, mais avec une garantie. Construite sur un châssis tubulaire et avec une carrosserie majoritairement composée de fibres de verre et de résine, la Dodge Viper RT10 est arrivée sur la scène en 1991. À titre de modèle, 1992. Seulement en version décapotable, elle était basse, large, menaçante, mais c'est surtout sous le capot que la Viper devait impressionner. Mais Dodge n'avait tout simplement pas de moteur de performance. Mais heureusement pour eux, Dodge était en train de développer un V10 pour leur Ram, qui devait sortir en 1994. Son moteur, un V10 atmosphérique de 8 litres, développé en partenariat avec Lamborghini, développait une puissance de 400 chevaux et produisait un couple de 465 livres-pieds. À l'époque, c'était du jamais vu pour une voiture de production. Si certains l'accusaient de sérieusement manquer de raffinement et de présenter un habitacle bon marché rappelant les autres modèles du constructeur, certains adoraient sa pureté d'exécution. Les premiers exemplaires étaient tellement viscéraux qu'ils ne venaient avec aucun toit en cas de pluie, pas de fenêtre et aucune poignée extérieure pour les portières, ni serrure pour les barrer avec une clé. C'est un peu poche, sérieux, là, me semble. Tu veux ces choses-là? Poche? Il n'y avait pas de compromis. C'était une voiture sport. Mais là, les nouvelles générations, les chialeux, sont arrivés, OK? Dans 95, ils ont été obligés de mettre un toit dur. Puis après ça, en 96, parce qu'il y avait des faibles qui se brûlaient quand ils débarquaient de la porte, bien, ils ont pris l'exhaust puis ils l'ont mis en arrière. Des faibles! Ça, c'est une vraie voiture. Avec des vraies portes puis fenêtres de course. Hein? Ça n'a pas du look, ça? C'est-tu pas beau? Non. Non, c'est pas beau. Mais le reste, il est beau. On va l'enlever, ça. Pas de poignée. Alors, c'est la poignée intérieure toujours, même s'il y a des fenêtres. Il y a un gap pour aller chercher la poignée intérieure. Iconique. Et voilà. Il n'y a pas de ceinture. Oh, ben, Colin. La ceinture est ce côté-là. Je vais vous dire, à 6 pieds, je suis assez limite pour la tête.
Il manque pas grand-chose quand il y a le toit de toile. Pas besoin de vous dire que une Dodge Viper, de la façon que ça a été construit, c'était assez artisanal. Dodge voulait arriver avec son Shelby Cobra à lui. Un Shelby Cobra, là, on s'entend, là. C'était pas un modèle de finition incroyable. Alors, dans la Dodge Viper de première génération, c'est très rudimentaire. Les cadrans pour les moteurs, cadrans pour la vitesse et cadrans pour le RPM. Ben, écoute, celle-là, il y a quand même, on est chanceux, on a l'option d'être climatisé. C'était la seule option qu'il y avait disponible pour la première génération. Côté finition, là, j'ai rarement vu une voiture aussi mal faite de ce prix-là. On a des bons vieux boutons d'une Dodge Néon. Les plastiques décollent, les plastiques sont craqués, la finition intérieure a perdu de son lustre de beaucoup. Et je ne pense pas que c'est parce que la voiture a été maganée, mais bien parce qu'elle s'est détériorée au fil du temps, prématurément. Quand on rouvre les portes, on voit que ça a craqué, on voit les vis qui sortent. Après ça, ils mettent un peu de cuir sur le handbrake. Hein? Paye! T'as du cuir! Le propriétaire a mis des échappements de course. Sinon, ça fait fondre le tapis. Beaucoup de Viper ont été obligés de changer les tapis intérieurs parce que l'exhaust passe littéralement à côté de votre jambe. Mais ça chauffe tellement, le feu prend littéralement dans la voiture. Ça a du moteur! Les cheveux dans le vent. Oh yeah! J'avais quelques appréhensions. Tout le monde disait que la voiture, la Viper, c'était une voiture qui était pas conduisible, qui était dangereuse. Malgré tout, elle se conduit bien, sincèrement. Je la trouve relativement confortable. Bon, OK, je commence à avoir chaud au coude, j'ai chaud à côté du mollet parce que t'as l'exhaust d'un côté, puis la transmission ici, bien, je sens qu'elle devient chaude. Mais mis à part ça, ça reste un méchant beau bolide pour la route. Je vois un peu ce qu'on veut dire quand certains journalistes disaient qu'une Viper, ça se conduit comme un truck. Ça sonne comme un camion, ça chiffre comme un camion, mais c'est pas vrai que ça se conduit comme un truck. Mais t'entends plein de bruit, plein de craquements de plastique, t'entends la transmission travaillée. Mais sincèrement, là, j'aime vraiment cette machine-là. Autant pour le look, mais aussi pour la conduite. Ça reste que c'est une voiture viscérale. C'est une voiture pour pilote aguerri. Si vous voulez pousser l'auto en conduite normale, sincèrement, n'importe qui peut la conduire. OK, là, je l'essaye pour de vrai. Bon. Le derrière veut passer en avant. Mais mis à part ça, la petite promenade du dimanche. Je vais essayer la courbe quand même assez rapidement, voir comment la voiture se comporte. Un bolide aussi sérieux ne pourrait pas exister aujourd'hui, avec tous les milléniaux qui se plaignent sur les réseaux sociaux. C'est pas une voiture de peureux. Toi, un peu peur, hein? Non. Même pas dans la courbe. Non. Pas peureux, moi.